Bienvenue à cette présentation sur les points de fonction et les métriques, y compris les story points, et la manière de gérer vos projets. Alors, qui suis-je? Je suis Bernard Romès, je suis formateur et fondateur de la société Tesco, dont vous voyez le logo ici. J'ai donné un certain nombre de formations dans le monde. Tous ces petits points représentent des formations que j'ai données et des conférences que j'ai données. Notre société est focalisée principalement sur la fourniture de formations. Nous avons un catalogue de plus de 40 formations en ISTQB, en tests sur mobile, en tests de sécurité par exemple, aussi en ingénierie des exigences avec des certifications REQB et IREB, ainsi que des formations sur des outils tels que HPALM, Tosca, Microsoft Team Foundation Server, etc. En plus de cela, j'ai écrit deux livres sur les tests de logiciels et j'ai participé en tant qu'auteur au syllabus avancé de l'ISTQB. Donc ceux d'entre vous qui souhaiteraient ultérieurement passer le niveau avancé, vous allez pouvoir me maudire. J'ai été le fondateur du CFTL, ainsi que d'autres associations telles que l'Association for Software Testing. J'ai participé à la fondation de l'ISTQB et j'ai donné un certain nombre de présentations dans des universités, etc. Mais enfin bon, l'objectif n'est pas de parler de moi, mais de parler de métriques. Alors je vais vous parler d'une part de ce que c'est que des points de fonction, à quoi ça sert, de comment on peut les utiliser. Ensuite, on va étendre cela pour parler des métriques et des mesures. Et une fois que nous aurons fini de parler des métriques et des mesures, nous allons pouvoir parler du reporting et de la manière de faire passer l'information pour pouvoir prendre des décisions. Alors, il y a une version plus récente du Chaos Report, mais la version 2009 notait que 68% des projets avaient des soucis majeurs en termes de délai, de coût, de fonctionnalité. Et en général, ces problèmes de fonctionnalité, ces problèmes de plantage, d'annulation de projets, viennent surtout que on prend des décisions trop tard, que l'on n'a pas suffisamment d'informations sur le projet, sur l'avancement du projet. Et donc, le fait que nous n'ayons pas de mesures suffisantes veut dire que l'on ne peut pas prendre des décisions correctes en temps utile. Et donc, on est amené à planter le projet. Alors, prenons un petit quiz. J'imagine que vous savez conduire? Oui? Vous conduisez les yeux ouverts ou les yeux fermés? Mais souvent, on a l'habitude de conduire les yeux ouverts, même si on considère que beaucoup d'autres conducteurs conduisent les yeux fermés. Et en fait, en conduisant les yeux ouverts, vous avez aussi les oreilles ouvertes, vous voyez tous les compteurs que vous avez sur votre tableau de bord, vous voyez la distance qui vous sépare du véhicule devant, du platane à droite et de la berne centrale à gauche. Et donc, vous avez la possibilité de faire des petits ajustements, que ce soit en termes de direction, que ce soit en termes de vitesse. À l'heure actuelle, dans vos projets de test, j'ai tendance à penser que vous n'avez pas tout ce niveau d'information. Alors, réfléchissons un petit peu. Qu'est-ce que vous utilisez à l'heure actuelle dans vos projets de test? Est-ce que vous utilisez, par exemple, le suivi des cas de test, les cas de test qui sont passés avec succès, les cas de test qui sont en échec, les cas de test qui sont sautés? Est-ce que vous mesurez les exigences qui ont été couvertes, les user stories qui ont été couvertes? Est-ce que vous mesurez simplement le temps écoulé, le budget dépensé, ou bien est-ce que vous n'avez aucune mesure? En fait, selon la réponse que vous avez choisie, vous avez 0, 1, 2 ou 3 points. Et je ne suis pas certain que tout le monde a 3 points. Et donc, il peut être intéressant de réfléchir à comment allons-nous pouvoir mesurer dans l'exécution de nos cas de test les exigences, les user stories, tout ce qui nous permettra de définir si notre projet se passe correctement ou pas. Alors,
si l'on se réfère au dernier ouvrage de Capers-Jones et de Olivier Bonsigno, qui s'appelle The Economics of Software Testing, Software Quality, pardon, qui a été publié en 2012, ce document est basé sur les travaux de Capers-Jones au cours des 20 ou 30 dernières années, c'est-à-dire sur plus de 100 000 projets, des statistiques sur plus de 100 000 projets. Et on en tire comme conclusion que selon la taille du projet, que ce soit de 1000 points de fonction ou de 10 000 points de fonction, le nombre de défauts est plus ou moins important par point de fonction. Quand on est à, je crois que c'est 100 points de fonction, on est aux alentours de 2 défauts et demi par point de fonction. Donc on voit bien que la taille du logiciel que l'on est amené à tester, à traiter, à vérifier, aura automatiquement un impact sur la complexité et aussi sur le nombre de défauts. De la même manière, si l'on a un logiciel qui est plus un logiciel commercial, en moyenne, on va se retrouver avec 5 défauts et demi par point de fonction, alors que si l'on a un logiciel qui est plutôt militaire, on va tourner aux alentours de 7 défauts par point de fonction. Un point de fonction, c'est une fonctionnalité, c'est quelque chose qui peut se traduire entre 55 lignes de Java et 150 lignes de COBOL, quelque chose comme ça. Enfin bon, ça va selon la verbosité du langage, entre 100 plus ou moins 50 lignes. Alors, quand on regarde le ratio d'introduction des défauts par rapport au ratio de détection des défauts, on remarque que 20% des défauts proviennent des exigences. Donc, si on introduit déjà au moment de la définition des exigences 20% des défauts et qu'on ne fait strictement rien ensuite pour les filtrer, les identifier, eh bien ces défauts vont être à l'origine d'autres défauts dans la conception, et il se fait qu'on va rajouter 25%, donc on aura déjà 45% des défauts qui auraient pu être évités et qui ne sont pas du tout du fait des développeurs. Ce qui est du fait des développeurs, c'est le codage. Et là, à peu près 35% de défauts sont générés par des problèmes dans le codage. Ce sont des problèmes tout à fait normaux qui sont très fréquemment déjà détectés par les équipes de développement. Certains défauts sont trouvés au moment de la compilation, certains défauts sont trouvés par du test unitaire, mais c'est quand même un pourcentage important. Ensuite, pendant toutes les phases de test, que ce soit du test de composants, d'intégration système ou d'acceptation, il y a des risques non négligeables qu'il y ait des régressions. Et donc, si nous avons des régressions, on a un risque que de défauts apparaissent à nouveau. Donc, on a à peu près 90% des défauts qui sont générés initialement, soit ensuite. Et les derniers 12%, c'est des problèmes de documentation, où le logiciel ne correspond pas à la documentation, ou vice-versa. Alors, j'imagine que ceci est quelque chose d'à peu près cohérent pour vous aussi, que dans vos organisations, vous avez des problèmes d'exigence, que dans vos organisations, ces exigences sont peut-être mal traduites en termes d'architecture, en termes de conception. Et donc, même s'il y a des différences de l'ordre de 5, voire même 10% en termes de pourcentage de défauts et d'introduction sur vos organisations, on va se retrouver avec quelque chose de similaire. Je suis certain, ou en tout cas j'ose l'espérer, que vous le mesurez. Si vous le mesurez, vous êtes capable d'améliorer les choses. Si vous ne le mesurez pas, eh bien, vous serez forcé de refaire la même chose. Bien, alors, j'imagine que vous avez tous à mesurer l'effort de test. Alors bon, il y a des techniques, des métriques, des ABAC tels que Kokomo. Kokomo 2, quelqu'un connaît Kokomo? Kokomo 2? Non? Common Cost Model?
introduit par Barry Boehm il y a 30 ans à peu près. Bien. Sinon, il y a aussi les points de fonction. Dans les projets séquentiels, c'est généralement utilisé. Par contre, en projet agile, ce qu'on commence à utiliser, c'est le planning poker, c'est une estimation par des story points. Quelqu'un parmi vous utilise des projets agiles avec du story point, du planning poker ou autre? D'accord. Alors, bon, on a quelquefois la tendance à dire on peut prendre ça comme étant des tailles de t-shirt ou des tailles de cailloux, ceci étant petit, ceci étant moyen, ceci étant grand. Celui-ci, au fait, il est grand, très grand par rapport au précédent. Je pense que si je vous remontre l'arrière de l'image, vous pouvez voir que le petit bonhomme ici, un véritable être humain, ça fait que ce n'est pas large, mais peut-être super extra large. Et donc on se rend bien compte que tout ce à quoi on a pu penser en termes d'effort pour concevoir ceci sera totalement différent quand on va devoir mesurer cela. Et donc, il est extrêmement important de pouvoir identifier, et cela ne peut s'identifier qu'à partir du moment où vous avez analysé le problème, d'identifier tout ce qui peut avoir un impact sur le projet en termes d'effort. Et c'est pour cela que la solution de travailler par les points de fonction est assez intéressante, parce que, outre la déclinaison habituelle du point de fonction qui est le nombre d'heures de travail ou le nombre d'efforts de développement, il y a aussi une corrélation avec le nombre de défauts. 100 points de fonction, en moyenne, 3,68 défauts par point de fonction. 100 000 points de fonction, 9,55. Donc, ça fait beaucoup plus de défauts. Et j'imagine que vous vous êtes toujours tous posé la question, si je trouve 200 défauts dans mon application, est-ce que j'ai beaucoup de défauts ou est-ce que j'ai peu de défauts? Est-ce que mon application est de bonne qualité? Est-ce que je peux la livrer ou est-ce que je ne peux pas la livrer? Et vous vous rendez bien compte que cela va dépendre à la fois de la complexité de l'application, mais aussi de sa taille, de sa typologie, du type de produit, que ce soit un produit militaire, un produit externalisé, un produit système ou un produit commercial. On voit que le taux de défaut par point de fonction varie très fort. Bien entendu, il faut aussi mettre cela en rapport avec la taille. Il est évident qu'un projet de type, mettons, web, qui fait 10 points de fonction, on va se retrouver aux alentours de 2,4, peut-être 2,6, et on ne va certainement pas être au niveau de 4. Défaut par point de fonction. Donc, une fois qu'on a ce niveau d'information, on sera bien évidemment obligé d'adapter ces métriques à l'environnement dans lequel on travaille. Si vous avez une équipe de développeurs qui sont super efficaces, super bons, peut-être que par défaut chez eux, dans votre société, au lieu d'être à 2,45, vous serez peut-être à 1,6. Ce sont des chiffres que je sors directement du chapeau. Hein. Vous avez à le mesurer par vous-même. Si vous ne le mesurez pas, vous ne le savez pas. Et donc, toutes les informations que je pourrais vous dire à ce sujet vont être des informations statistiques qui n'ont peut-être qu'un lointain rapport avec votre propre environnement, votre propre société. Bien. Alors, bon, mais qu'est-ce que c'est qu'un point de fonction? La définition de Wikipédia, c'est ça permet de mesurer la taille d'un logiciel en quantifiant les fonctionnalités offertes aux utilisateurs en se basant seulement sur la modélisation logique des spécifications fonctionnelles. Bon, c'est joli. En fait, c'est une mesure des fonctionnalités demandées et obtenues, et ça permet aussi de mesurer la taille des produits, la productivité, donc diviser le nombre de développeurs, diviser la productivité par le nombre de développeurs, et aussi d'avoir une mesure qui nous permet de comparer diverses sociétés avec les mêmes métriques. Bon, ça existe depuis 1979, donc c'est pas récent. Qu'est-ce qui est mesuré? On va mesurer les entrées et les sorties des utilisateurs vers l'application,
les transactions et les entrées et les sorties venant d'autres applications afin d'avoir une mesure de la complexité, dirais-je, de l'application. Comment est-ce que c'est mesuré? Avec une méthode qui est normalisée selon la norme AFNOR 20926, qui a été définie de façon plus formelle par l'OMG, c'est le Object Modeling Group, si je me souviens bien, et qui est relativement précise. Alors, quand je dis relativement précise, c'est simplement que deux personnes différentes vont peut-être mesurer un petit peu différemment. Donc, il peut y avoir un delta, je dirais, de l'ordre de 5 à 10%. Mais une même personne va toujours mesurer de la même manière. Donc, si elle vous mesure votre application maintenant, à l'instant T, et qu'elle la remesure à l'instant dans 2 mois ou dans 3 mois, il y a quasi certain que cette mesure sera identique. Et donc, si vous mesurez vos applications par les points de fonction, vous pouvez utiliser cette mesure à la fois pour la maîtrise d'œuvre, mais aussi pour la maîtrise d'ouvrage, pour le développement et pour le test. Vous avez un ordre de grandeur en point de fonction, et à partir de cela, vous pouvez utiliser cet ordre de grandeur de façon à vérifier si les évaluations qui vous sont faites par vos équipes de développement et de test, ou vos équipes de maîtrise d'œuvre si vous le sous-traitez, si ces développements sont cohérents, si le nombre de défauts trouvés est cohérent. Bien. Alors, je vais vous prendre un exemple sur base de 1000 points de fonction. Bien entendu, comme il y a plusieurs manières de calculer, la même évaluation, le même nombre d'entrées et sorties, peut, selon la méthode de calcul, varier, voire même de varier de façon assez importante. De la même manière, selon le type de logiciel, on a vu les types militaires, average, web, etc., vous pouvez aussi avoir un taux de défaillance plus ou moins important. Donc, je vais prendre comme exemple 1000 points de fonction. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc un logiciel de type average avec 10 entrées de complexité basse, 10 de complexité moyenne, 10 de complexité haute. C'est simplement un exemple. Ce qui nous donne une moyenne de 1004 points de fonction avec un maximum de 1500 et un minimum de 624 selon la taille de la mesure. Pour les besoins de la présentation, je vous fais une proposition de 1000 points de fonction. Et en termes de durée, eh bien, on va passer de 16 à 9 mois avec à peu près 11 mois. J'ai sélectionné 15 mois avec des dates, un certain nombre de choses. On a la possibilité d'adapter les points de fonction, ou en tout cas l'effort et la complexité, de façon à ce qu'à partir de cette vision, selon le type de projet, nous pouvons définir si certains éléments sont plus ou moins importants en termes de complexité. Ça peut être 0, n'a aucun impact, 1, impact faible, 5, impact extrêmement important. Cet impact influera, bien entendu, sur la complexité du logiciel et donc le nombre de points de fonction. Bien entendu, au plus il y a le point de fonction, au plus c'est complexe, au plus il y a de chances d'avoir des défauts, ou de risque d'avoir des défauts. Bien. Dans notre cas, j'ai sélectionné 1000 points de fonction, et voici ce que ça nous donne. 1000 points de fonction nous donnerait, avec le taux moyen de 5,38, 5380 défauts. Alors ces 5380 défauts, depuis les exigences jusqu'à la livraison. Donc il y a de tout là-dedans. Il y a des défauts dans les exigences, il y a des défauts dans l'architecture, il y a des défauts dans le code, il y a des défauts aussi dans les tests, parce que les testeurs sont aussi des êtres humains et peuvent aussi se tromper. Et donc, on va avoir cette injection de défauts qui va être dépendante selon les exigences, la conception, le code, et nous pouvons donc identifier que, selon les ratios existants, une revue d'exigence devrait trouver, par exemple,
323 défauts. Si la revue que nous effectuons ne trouve que 50 défauts, et donc ça c'est la mesure que vous effectuez quand vous faites des revues ou des inspections, eh bien ça veut dire qu'au lieu de trouver 6% des défauts, vous n'en trouvez qu'un. Si derrière vous faites une revue de conception, d'architecture ou une revue de code, et que vous ne trouvez que 100 ou 350 défauts, eh bien tout ce qui reste, tout ce que vous n'avez pas trouvé, et vous allez devoir le trouver plus tard. Vous allez devoir obligatoirement, vous allez devoir obligatoirement les trouver avant la mise en production, sinon ils vont être latents dans l'application. Et donc, cette première courbe ici va vous permettre d'identifier la courbe attendue de défaut sur base de vos propres statistiques, ce serait mieux, bien entendu, et derrière, la courbe de défaut réellement trouvée. Il est évident que vous serez en mesure de détecter ou de mesurer le taux de détection. Si l'on prend le taux standard, vous devriez être à 86-87% de détection de défaut, mais avec cet effort-ci, vous n'êtes qu'à 23%. Résultat des courses, si vous livrez à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec un procès sur les bras de la part de votre client, pour autant que vous fassiez de la sous-traitance, ou alors avec des clients qui vont être relativement mécontents. Bien. Mais jusque-là, je pense que je n'ai pas trouvé, je dirais, quelque chose de miraculeux. Ce n'est pas très intéressant. C'est peut-être intéressant en termes de mesure, d'identification de quand le défaut a été introduit. On a parlé des types de logiciels, on a parlé de la taille, mais vous savez aussi que vous avez certains projets sur lesquels, selon la taille du projet, vous avez plus ou moins d'activités de limitation de défauts. Par exemple, je suis désolé, c'est écrit tout petit, mais dans un projet, par exemple, militaire, vous allez avoir une inspection d'exigence, du prototypage, de l'architecture, des revues de conception, des inspections, etc. Vous aurez ici 25 activités. Alors que sur un projet web, et j'imagine que vous en avez déjà fait quelques-uns, vous avez peut-être du prototypage, du codage, peut-être de la réutilisation de code, peut-être de l'achat ou de la récupération de code qui a été développé par quelqu'un d'autre, du test unitaire, du test système, et puis basta. On se rend bien compte que chacune de ces activités que j'ai listées ici a un taux d'efficacité de détection de défauts minimum et moyen, voire maximum, que nous pouvons voir ici, et qui peut faire soit de la prévention de défauts, je pense par exemple à du prototypage, à de la conception initiale, ou de la suppression de défauts, je pense par exemple à du test unitaire et du test système. Et donc, en utilisant ou en sélectionnant ces activités sur base de leur taux d'efficacité, vous pouvez améliorer la courbe que je vous ai montrée précédemment selon justement l'effort que vous voulez mettre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? On se rend compte que certaines activités sont présentes à partir d'une certaine taille, que d'autres activités sont présentes selon le type de projet, et voici ici un exemple de ce qui se passe avec notre projet initial de 1000 points de test, de 1000 points de fonction, où, pour un projet web, on va avoir du prototypage, du codage, la réutilisation de code, de l'achat de package, du test unitaire et du test système. Et voici ce qui se passe si on prend l'aspect maximal, l'aspect minimal ou la sélection qui est généralement l'aspect moyen. Et donc, directement avec ces quelques 6 techniques, eh bien, je vais passer de 5000 et quelques points de test, points d'anomalie, à peu près 3000. Bon, c'est pas très bon. Je pourrais bien entendu en envisager plus. Et
je suis absolument d'accord avec vous, parce que vous allez certainement me dire, oui, mais monsieur Hermès, dans ces 3000 points, est-ce que ce sont tous des défauts critiques, ou est-ce que ce sont principalement des fautes d'orthographe, des petits trucs qui ne sont pas tout à fait bien faits? Il est évident qu'il y a de tout. Il y a des défauts peut-être critiques, je dirais 1 sur 10, mettons, voire 1 sur 100, et des défauts mineurs, peut-être 60%. Mais qu'est-ce que cela donne si l'on prend un projet militaire sur lequel on va faire toutes les 25 activités? Vous vous souvenez qu'avec un projet militaire, on devrait avoir beaucoup plus de défauts. On devrait avoir 9 défauts par point de fonction, donc on devrait avoir quelque chose aux alentours des 9000 points de fonction, des 9000 défauts. Mais en mettant en œuvre toutes les activités, eh bien, on réduit tout au long de la phase de conception le nombre de défauts qui vont être introduits jusqu'au moment où finalement, si on prend la sélection ici, on peut se retrouver avec, de mémoire, c'était 7 défauts. Bien entendu, je suis tout à fait convaincu que vous n'êtes pas en train de faire des projets militaires et que, mettre en œuvre toutes ces activités est quelque chose qui a un coût beaucoup plus important que de n'en mettre en œuvre que 6. C'est évident. Donc quelque part, ce sera à vous à mesurer ce que vous faites, à mesurer, je dirais, l'efficience, la rentabilité d'une activité par rapport à une autre. Si à l'heure actuelle, vous ne la mesurez pas, vous ne savez même pas quelle activité est la plus intéressante à utiliser ou à mettre en œuvre. Alors, certains vont vous dire que les points de fonction, c'est lourd, c'est difficile à mettre en œuvre, ça nécessite d'avoir une très bonne formation avant de pouvoir les utiliser de façon efficace. Certes, c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est standardisé. Ce qui veut dire que dans votre société, si vous avez 3 projets qui utilisent tous les 3 le même mode de calcul au point de fonction, vous avez quelque chose qui est comparable. Alors que si vous utilisez, par exemple en Agile, des points, des story points, ou des choses similaires avec des tailles de t-shirt ou des tailles de cailloux, pour l'un, ça va être très important, alors que pour l'autre, ça va l'être très peu. Et donc, ce sera très difficile, voire même impossible pour vous, de comparer des projets différents. Ou, encore pire, de vous comparer par rapport à votre concurrence. Est-ce que vous êtes meilleur que votre voisin ou est-ce que vous êtes un petit peu moins bon? Et je pense que, en tant que test manager, en tant que responsable, vous avez à savoir, à connaître l'état où vous êtes. Bien. Alors, il est évident qu'on a besoin de métriques et de mesures. C'est clair. On en a besoin quand on conduit, et quelquefois on a besoin de mesures dérivées. La mesure que vous utilisez pour déterminer la distance par rapport au véhicule qui vous précède, c'est quoi? C'est certainement pas le mètre ou l'hectomètre. C'est probablement le temps. Le temps qu'un véhicule devant vous passe à côté d'un point fixe et que vous passiez aux alentours de ce point fixe. Donc, on peut très bien utiliser des mesures dérivées, des mesures qui ne sont pas directement exactes, mais qui sont suffisamment exactes pour servir dans vos projets. Même chose pour les points de fonction. Et donc, on peut soit estimer nos charges et nos délais, mais aussi estimer l'effort nécessaire pour concevoir les cas de test, le nombre de cas de test, voir l'efficacité, l'efficience de nos processus et voir si nos processus ont le niveau d'efficacité souhaité. En termes de suivi d'avancement, bien, il y a tous les suivis d'avancement habituels, tels que couverture des exigences, couverture des risques, utilisation des ressources, identification des défauts, etc. Alors, les points de fonction ont été initialement développés pour mesurer du test, je dirais, séquentiel, avec les différentes
les différents processus de planification, de contrôle, d'analyse, de conception, d'implémentation, d'exécution, de reporting et de finalisation. Alors, en plus de cela, maintenant, ce que nous avons, c'est qu'on a du développement agile. Et le développement agile, c'est quoi? C'est des itérations, c'est-à-dire une première itération, une deuxième itération, d'autres itérations et une dernière itération, avec toutes les mêmes activités, mais certes dans un temps beaucoup plus court. Le contrôle, si l'on parle d'un développement de type Scrum, va être une mêlée quotidienne, une réunion quotidienne d'une quinzaine de minutes, mais dans tous les cas, il y a bien quelqu'un, souvent la hiérarchie, souvent le product owner, qui va essayer de voir à contrôler le projet tout au long de la durée du projet, quel que soit le nombre d'itérations. Ici aussi, on peut utiliser les points de fonction. Même si c'est quelque chose qui n'est pas fréquent, c'est quelque chose qui est possible et qui vous permettra de comparer vos projets. Parce que si vous utilisez des user stories, si vous utilisez des story points, si vous utilisez du planning poker, etc., vous allez avoir des choses qui sont beaucoup plus subjectives plutôt que des choses qui sont objectives. Et pour pouvoir comparer les choses, il faut de l'objectivité plutôt que de la subjectivité. Bien. Alors, chacun des processus que je viens de citer, planification, analyse, etc., va souvent être focalisé sur certaines métriques plutôt que sur d'autres. La planification, ce sera sur des charges, sur des délais, l'analyse sur des risques, la conception sur la couverture, etc. Donc, ce que vous avez à mesurer, c'est plutôt à définir. Ce seront d'abord des métriques pour chacun de ces éléments en fonction de vos objectifs, mais aussi des mesures et une fréquence de mesure. Sur un projet séquentiel, on aura une information périodique vers la hiérarchie, alors que sur un projet agile, ce sera plus une information vers l'équipe. Je pense quand même que la hiérarchie, les clients, auront à prendre des décisions de savoir si l'on fait ou si l'on ne fait pas des itérations suivantes. Alors, je vais peut-être être un petit peu iconoclaste, mais est-ce que vous mesurez par le nombre de cas de tests exécutés, le nombre de cas de tests passés avec succès, en échec? Oui? Non? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Vraiment? Est-ce que vous faites une remontée d'informations? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Je dirais que non. Alors, les développeurs, finalement, ils sont plus intéressés par les anomalies que les cas de test. Les utilisateurs sont, eux, plus intéressés par les fonctionnalités qui sont disponibles ou qui ne le sont pas, les dates de livraison, plutôt que par les cas de test. Vu qu'il n'y a pas de lien direct entre la fonctionnalité et le nombre de cas de test ou entre la criticité de l'exigence et le nombre de cas de test qui doivent être passés. Et la hiérarchie est quand même beaucoup plus intéressée par les coûts et les délais plutôt que par le nombre de cas de test exécutés. Que l'on parle de tests manuels, de cas de test manuels ou de cas de test automatisés, on se rend bien compte qu'un cas de test manuel est plus facile à concevoir, mais prend plus de temps à exécuter manuellement qu'un test automatisé, et vice-versa. Prend beaucoup plus de temps pour concevoir un test automatisé et beaucoup moins de temps pour l'exécuter. Donc, la simple mesure du cas de test n'est pas réellement intéressante pour d'autres personnes que les testeurs. Je sais, c'est iconoclaste, j'en suis tout à fait conscient. Les seules personnes qui seraient intéressées, en fait, ce sont les testeurs. Si nous souhaitons fournir une information intéressante, eh bien, il faut fournir des informations qui vous parlent, qui parlent aux développeurs en termes de défauts, en termes d'agrégats, en termes de délai de correction. Et je suis certain que vous avez certaines parties de vos applications où vos développeurs n'osent plus mettre les doigts parce qu'ils savent que s'ils mettent les doigts, ça va se casser. Pour la hiérarchie, l'objectif est bien de
savoir combien ça a coûté, combien ça va encore coûter, quels sont les jalons, est-ce qu'on va les respecter, est-ce qu'on est à peu près dans les clous ou pas. Pour les utilisateurs, c'est est-ce que les exigences ont été couvertes? Est-ce que toutes les exigences critiques ont été couvertes? Ou est-ce qu'il reste encore des choses à couvrir? Et si oui, quel est le pourcentage? Quand est-ce que ça va pouvoir être livré? Quel est le niveau de qualité, etc. Et ce ne seront que les testeurs qui vont être intéressés par la couverture des tests en termes de cas de tests exécutés, etc. Bien. Alors, un élément pour nos testeurs, c'est aussi l'efficacité et l'efficience de leurs tests, de leur processus. Est-ce qu'ils trouvent beaucoup de défauts ou est-ce qu'ils le trouvent en dépensant beaucoup d'efforts? Alors, l'efficacité, vous le savez, c'est l'atteinte d'objectifs, c'est détecter les défauts les plus importants le plus tôt possible. Et l'efficience, c'est de réduire l'effort nécessaire pour trouver ces défauts. Et donc, de finalement ne pas avoir à dépenser trop d'argent. Et donc, en utilisant cette mesure de l'efficacité et de l'efficience, ainsi que la mesure de la couverture de vos exigences, vous avez la possibilité de fournir un certain nombre d'informations qui vont servir à vos comités de pilotage, vos comités de suivi, vos réunions, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, etc. Vous serez en mesure de fournir des informations qui leur sont parlantes et qui leur permettront de prendre des décisions en temps utile. Et d'éviter ce que nous avons vu en début de présentation dans le Chaos Report. Bien. Alors, il y a, dans les projets agiles, d'autres mesures. Par exemple, la mesure de la vélocité. Mais la mesure de la vélocité est plus une prévision qu'une réelle métrique que l'on peut utiliser tout le temps dans le futur. C'est une définition de ce que l'on espère pouvoir définir, pouvoir concevoir dans une période. Autre chose qui est fortement ou fréquemment utilisée, c'est le burn down, c'est-à-dire le fait que l'on ait atteint l'utilisation de l'effort prévu et réalisé, etc. On le voit comme ça. C'est pas suffisant. C'est pas quelque chose qui est facilement mesurable. Ce que je vous propose, c'est de définir cela sous forme de couverture. Par exemple, en début de projet, nous avons beaucoup d'exigences ou de risques où il reste encore des tests à exécuter, où tout n'a pas été fait. En avancement de notre projet, nous avons des exigences qui ont été couvertes par des cas de tests qui ont encore des défauts et des cas de tests pour lesquels il n'y a plus de défauts, des risques pour lesquels il n'y a plus aucun test qui a des défauts. Et ici, nous nous trouvons en fin de projet où nous avons quasi tous nos risques, quasi toutes nos exigences qui ont été couvertes sans défaut et 1% avec des défauts et 4% qui ne sont pas encore couverts, pour lesquels on n'a pas d'informations. Cette manière de montrer les choses est intéressante parce qu'elle nous permet d'avoir une vision de l'état de la qualité de notre produit. On peut aussi avoir un état ponctuel qui va nous permettre de donner, selon le niveau de risque, priorité 1, priorité 9, et on peut aller jusqu'à 25, l'identification de est-ce que les risques de priorité 1 ont été d'abord couverts, oui ou non. On devrait aussi mesurer l'avancement de nos jalons, surtout de nos jalons principaux, avec ce type de graphique. C'est un graphique qu'on appelle temps sur temps. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce type de graphique. L'intérêt est d'identifier les dérives. Et ici, nos tests d'intégration de composants ont été repoussés de 2 mois, alors que les tests système n'ont pas été repoussés, donc il n'y a plus que aux alentours de 2-3 semaines entre ces 2 tests, entre ces 2 jalons. Donc il est quasi certain, toute autre chose étant égale par ailleurs, qu'on va avoir un retard de nos tests système, parce qu'on avait prévu ici 2 mois de tests pour faire du test d'intégration de composants. Et donc ce type de graphique de temps sur temps
peut vous permettre d'anticiper des retards dans le futur. Autre chose que l'on peut mesurer, que l'on devrait mesurer, c'est l'efficacité des campagnes de test. Et là, on va regarder par cas de test. C'est quelque chose qui intéressera plus les testeurs que l'AMOA ou la MOE. Nous avons l'effort de test, et cet effort de test, c'est l'effort d'exécution de test. Ça peut être intéressant à mesurer pour voir l'impact d'une mauvaise livraison ou de la non-mise à disposition d'un environnement de test pour l'équipe de test. Nous avons bien entendu ce que vous mesurez tout le temps, qui est le nombre de défauts trouvés et le nombre de défauts corrigés. Par contre, ce que je vous rajoute ici, c'est des courbes de tendance et des moyennes quotidiennes de détection qui vous permettent d'identifier si oui ou non vous êtes dans les clous. Je dirais qu'il y a un autre élément qui est intéressant aussi, c'est celui-ci ici. C'est le nombre prévu d'anomalies à trouver que l'on a mesuré sur base du nombre de points de fonction et du type de logiciel, ainsi que de la complexité. Et donc, ça nous permet d'identifier si notre courbe a l'air de tendre vers ce nombre ou si elle a plutôt l'air de continuer vers un petit peu au-dessus. Si ça continue vers au-dessus de 2000 points, enfin de 2000 anomalies, on peut donc en conclure que soit le logiciel est plus complexe, plus gros, ou que nos équipes de développement sont peut-être un petit peu moins bonnes. De la même manière, nous pouvons mesurer les agrégats de défauts selon les composants. Et l'on voit que la loi de Pareto avec les 80-20 s'applique assez fréquemment, y compris dans le logiciel. On peut voir aussi les indicateurs de durée de correction des anomalies. Je suis certain que dans vos organisations, vos équipes de développement vous soutiennent mordicus qu'elles peuvent répondre aux nouvelles anomalies en 4, 5, 7 jours, et que quelquefois, il se fait qu'elles prennent un petit peu plus de temps. Et ici, on voit qu'ils avaient prévu un taux de réponse à 4 jours, et qu'on en a jusqu'à 35 jours, avec une moyenne aux alentours de 10 jours. Donc ça veut dire que les livraisons hebdomadaires ou bi-hebdomadaires auxquelles on s'attendait, on ne pourra jamais les avoir. Et donc le nombre de cycles de campagne que l'on aura sera probablement divisé par 2 ou 3. J'aime beaucoup celui-ci, de graphique, qui nous donne une information en termes de pourcentage de cas de test exécutés pour chacune des caractéristiques et le pourcentage des défauts au total. Alors la somme des petites barres rouges, ça fait 100%. Et ce que nous pouvons voir, c'est par exemple ici l'utilisabilité, on a fait plus de 80% des tests et on a moins de 10% des défauts. Alors que pour la localisation, le fait de faire en telle sorte que le logiciel soit utilisable dans différentes langues, eh bien on a fait à peu près 10% des défauts, mais on a 8%, on a fait 10% des cas de test prévus pour la localisation, mais on a quand même un taux de déchets relativement important. Ce qui est important n'est pas le nombre exact, mais le ratio entre la barre grise et la barre rouge. Alors, à quoi sert le reporting? Certes, c'est à montrer que l'on fait quelque chose, c'est évident, mais c'est aussi à pouvoir prendre une décision, et donc on a besoin d'avoir un reporting qui soit efficace, et donc on aura besoin d'identifier les objectifs, de déterminer quelles questions on va devoir répondre et quelles mesures on doit prendre pour pouvoir répondre correctement à ces besoins. Bien, je vais faire une rapide synthèse. En termes de points de fonction, on peut utiliser, et je pense que c'est une très bonne solution d'utiliser les points de fonction en début de projet. On peut les utiliser en cours de projet si votre projet est déjà en phase de réalisation. Et vous pouvez aussi les utiliser après votre projet, une fois que l'application est développée et mise en production, afin d'estimer le périmètre applicatif et donc l'effort de maintenance qu'il y aura à mettre en œuvre dans le futur. Je sais que plusieurs banques
utilise cela ici sur la région parisienne. Donc, en conclusion, je dirais que les points de fonction par rapport au story point permettent des comparaisons objectives et reproductibles, que c'est de ce fait donc efficace et pertinent, et que pour avoir un reporting efficace, il faut mesurer fréquemment et il faut avoir des choses qui sont réellement comparables, c'est-à-dire des choses qui sont objectives, qui sont, je dirais, normalisées, de façon à pouvoir comparer les équipes au sein d'une même société ou au sein de diverses sociétés, mais aussi de pouvoir analyser les réponses de nos maîtrises d'œuvre quand on fait un appel d'offres, par exemple, et bien entendu aussi d'identifier des tendances pour lesquelles on aura peut-être besoin des mêmes mesures à divers moments dans le temps. Bien. Avez-vous des questions? Non? Pas de questions? Dois-je en conclure que j'ai bien expliqué? Bien. Une question. Je vous écoute. Quel type de mesures on pourrait faire de la gestion des environnements de test? Quel type de mesures on pourrait faire pour la gestion des environnements de test? Alors, de but en blanc, je me dis qu'on peut voir le temps de mise en œuvre, de conception de l'environnement, entre le moment où on a une demande de mise à disposition d'un environnement et le moment où l'environnement est mis en œuvre. J'imagine que je pourrais aussi avoir d'autres choses telles que la complexité de l'environnement, la reproductibilité. Est-ce que l'environnement est généré automatiquement ou est-ce qu'il est physiquement conçu avec un technicien qui va mettre un serveur, mettre le réseau, etc. pour que l'environnement soit présent, ou est-ce qu'il est généré automatiquement à partir d'un environnement virtuel, par exemple? Je dirais que si l'on est amené à mesurer, on va mesurer bien entendu le temps, la pertinence et le coût. Il est évident que créer une machine virtuelle, initialement, c'est peut-être un petit peu plus complexe pour pouvoir le faire que de mettre des serveurs que l'on récupère un petit peu partout dans la société. Mais par contre, pour remettre le même environnement, ce sera plus simple. Si vous avez des environnements de test, de développement et de production qui sont générés de la même manière, c'est le cas dans le DevOps par exemple, eh bien là, le processus de conception de votre environnement de test devrait être le même au paramètre près du processus de conception du développement ou du processus de conception de l'environnement de production ou d'acceptation. Et donc là, ce processus, vous allez pouvoir le tester correctement, le valider et le mesurer de façon totalement efficace et le rendre beaucoup plus rentable. Cela répond-il à vos questions? Non. La notion de langage de programmation n'a pas d'impact sur le calcul des points de fonction. Maintenant, ça c'est selon l'aspect normatif. Je suis certain que le langage va, lui, avoir un impact sur la traduction de l'effort en points de fonction en termes de nombre de jours qu'il faut pour coder. Si vous faites un développement en ADA, par exemple, en COBOL ou en assembleur ou en Java, vous aurez un nombre de lignes de code qui va être différent, une complexité qui va être différente, je veux dire, en termes de verbosité du langage, qui fait que ça va prendre un petit peu plus de temps. C'est évident que ça va vous prendre, si ça vous prend 55 lignes de Java et 150 lignes de COBOL, ça prend plus de temps d'écrire 150 lignes que d'en écrire 55. Donc à ce moment donné, on assignera par exemple pour du COBOL 150 lignes de code à un point de fonction et pour du Java... Par exemple. Et il y a des tableaux qui existent avec, je crois, une soixantaine, 60 ou 80 langages différents que je peux vous pointer vers les ouvrages de référence en question.
Mais ce n'est bien entendu qu'une estimation. On se rend bien compte que selon la manière de programmer, vous pouvez mettre tout sur une seule ligne, ou vous pouvez séparer le verbe, les paramètres sur plusieurs lignes. Donc, qu'est-ce qui est réellement le bon nombre de lignes à mesurer? Si vous décidez de ne mettre aucun commentaire, ce ne sont pas des lignes de code, mais c'est quand même intéressant. 0 commentaire, logiciel beaucoup plus difficile à lire et à maintenir. Beaucoup de commentaires, logiciel plus facile à lire, mais plus long à écrire. Bien. D'autres questions? J'ai quelques statistiques avec des ratios, mais ce sont des ratios pour lesquels je n'ai pas suffisamment de preuves pour avoir un certain niveau de certitude. Le ratio que j'ai ou que j'utilise fréquemment, c'est de l'ordre de 1 à 10, entre un développeur débutant ou un débutant, entre guillemets, et un expert. C'est-à-dire qu'un débutant va prendre finalement 10 fois plus de temps qu'un expert, ou un expert va prendre 10 fois moins de temps qu'un débutant. Maintenant, je ne sais pas quel est le niveau d'efficacité de vos équipes. Clairement, si vous avez des développeurs ou des testeurs, et prenons des développeurs, qui sortent de l'école, ils ont un niveau d'efficacité, N, et peut-être que dans 5 ans, ce sera... ils prendront 3 fois moins de temps pour écrire la même chose. Peut-être que dans 10 ans, ils prendront 10 fois moins de temps. Si vous prenez un testeur qui n'a comme expérience que les 3 jours de formation au test ISTQB, bon, il aura vu les partitions d'équivalence, il aura vu les valeurs limites, les tables de décision, mais en termes d'efficacité, ce ne sera pas quelque chose qui sera, je dirais, directement gravé dans son ADN. Si vous prenez quelqu'un qui a déjà 3 ans d'expérience ou 5 ans d'expérience en test et qui a été amené à mettre en œuvre toutes ces techniques et les mettre en œuvre fréquemment, la conception des tests lui sera beaucoup plus rapide que pour le débutant. Maintenant, je connais aussi certains testeurs pour lesquels j'aurais tendance à dire qu'ils ont 10 ans d'expérience, mais 10 fois la même année. Donc, ils ne sont pas toujours extrêmement efficaces. Donc, je n'ai pas, à l'heure actuelle, de statistiques pertinentes. Mais j'aimerais bien en avoir. Bien. D'autres questions? Et je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci de votre attention.